Merci Éric Barret de prendre le temps d'avoir cet entretien sur Jean Klein. Jean Klein, enseignant Advaita du XXe siècle, que vous avez bien connu, qui vous a beaucoup inspiré aussi dans votre parcours. Nous sommes ici à un séminaire avec vous où on pratique aussi beaucoup le yoga du Cachemire. Je voudrais en parler aussi, mais est-ce que vous pourriez d'abord raconter un peu comment vous avez rencontré Jean Klein? Je pense que vous étiez encore très jeune. Qu'est-ce qui a mené à votre rencontre avec lui? Où en étiez-vous dans votre vie? C'est toujours un peu arbitraire de commencer par quelque chose, parce qu'il y avait toujours quelque chose avant. Et on va dire, j'ai une jeunesse très perturbée. Et à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui enseignait le yoga. C'est une femme un peu exceptionnelle. J'ai travaillé avec cette femme, je vais avoir 13-14 ans. Et puis j'ai voulu m'engager, j'avais un peu cet imaginaire de m'engager spirituellement dans quelque chose. Et alors elle m'a dit, vous savez, je connais 2 endroits où les gens de votre âge peuvent s'engager. C'est le centre de Forêt Noire de Durkheim et c'est l'école de Breakwood de Krishnamurti. Je connais personne dans Londres chez Krishnamurti. J'ai un ami qui a travaillé avec Durkheim, donc elle m'a donné l'adresse de cet homme, j'ai écrit, qui m'a demandé l'adresse de Durkheim. Et cet homme m'a répondu en me disant voilà l'adresse de Durkheim. Mais je me permets de vous dire que depuis, j'ai trouvé beaucoup mieux et moins cher. Lisez L'ultime réalité de Jean Klein. Alors j'ai lu ce livre que j'ai trouvé tout à fait inintéressant, que je n'ai rien compris bien sûr. Et j'ai écrit à Durkheim, qui m'a gentiment donné rendez-vous à Paris quelques mois après. Mais quand j'ai dit ça à cette femme, cette professeure, elle m'a dit tout ce qui est dans ce livre, et on parle du livre de Jean Klein, est juste, mais il faut voir qui le dit. Et quelques mois après, avant que je rencontre Durkheim à Paris, l'homme qui m'avait répondu m'a écrit en me disant voilà, Jean Klein vient à Nice chez moi, je vous invite. Alors je suis allé. Et puis il y avait un entretien, Jean Klein était peu connu, on était peut-être une dizaine dans la pièce. Jean Klein s'est présenté un peu comme tout ce que je détestais à l'époque, où j'étais très anarchiste. C'était un homme bien habillé, élégant, riche. J'ai été assez peu impressionné. J'ai posé 2 questions auxquelles il a répondu très intensément, on va dire. Une question sur la drogue. Et sa réponse a été la drogue, c'est comme le yoga. Si vous savez vous en servir en mettant l'accent sur le si, vous pouvez arriver au sommet du mental. Mais pour moi, le sommet du mental ou le bas du mental, c'est la même chose. C'est pas ce dont on parle ici. Puis je posais une autre question sur le tantrisme, et il m'a répondu que c'était du romantisme. Donc j'étais assez frustré par ses réponses. Mais à la fin de l'entretien, il a dit voilà, oubliez tout ce qu'on a dit. Si ça vous concerne, une semaine en traversant la rue, ça vous reviendra. Donc j'ai oublié tout ce qu'on a dit. J'ai passé une semaine à Nice, j'ai dormi sur la plage, quel été. Et littéralement, une semaine après, en traversant la rue à Nice, quelque chose m'est revenu très intensément, que je devais revoir cette personne. Et donc après, les choses se sont développées. On pourrait dire, le seul élément anecdotique amusant, c'est que la première fois que Jean Klein est venu manger chez mes parents, moi j'habitais encore chez mes parents bien sûr, c'était peut-être 6 mois après ça. Moi à l'époque, ma vie c'était la violence. J'avais fait beaucoup de sport. Et donc tous les week-ends, je buvais, j'allais à la brasserie Le Lion, qui est une brasserie pour les clochards à Marseille. Je buvais quelques litres de bière. Et puis j'allais sur la canne bière, je me battais avec des gens. Et je me battais toujours de la même manière. Comme je faisais l'haltérophilie, j'attrapais les gens ici, je les attrapais ici. Je les soulevais, je les envoyais contre un mur. Et ils tombaient, et je leur disais, si tu te relèves, tu es mort. Et jamais personne ne s'est relevé. Et c'est amusant parce que j'avais aucune expérience de combat à l'époque, et
20 ans après, quand j'ai découvert les arts martiaux, je me suis rendu compte que si une seule de ces personnes avait su se battre, j'étais mort, parce que tous mes points vitaux étaient ouverts. Mais j'arrivais à faire peur aux gens, et même peut-être qu'ils savaient se battre, avaient peur, donc ne se relevaient pas. Et donc ma référence aux gens, c'était, je ne pouvais pas respecter quelqu'un à qui je pouvais faire peur. J'avais une totale allergie à l'autorité, pas pour l'autorité en tant que telle, mais parce que je ne pouvais pas respecter quelqu'un que j'aurais pu briser. Et je n'étais pas totalement idiot, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient plus forts que moi. Et je me disais, quelqu'un qui est plus fort que moi, si je viole sa femme, si j'égorge sa fille, si je brûle sa maison, cet homme peut craquer. Et quelqu'un qui pour moi pouvait craquer, je ne pouvais pas le respecter, je ne pouvais pas l'écouter. Et donc Jean-Clain vient à la maison, on s'assoit à table, je le regarde, et pour la première fois j'ai eu peur. Ce n'était pas une peur physique, mais quelque chose m'est venu à tort ou à raison, bien sûr. Je me suis dit, cet homme-là, si j'égorge sa fille, si je brûle sa maison, si je viole sa femme, il y a quelque chose en lui qui ne va pas bouger. Et c'est la première fois que j'ai pu respecter une autorité. Et donc, pour moi, ce n'était pas négociable. Donc après, petit à petit, l'enseignement a commencé, très progressivement, parce que j'étais dans un état de médiocrité absolue, donc il a fallu du temps pour que je puisse écouter quelque chose de substantiel. Mais c'est cette peur qui a été pour moi le signe qu'il y avait quelque chose à écouter là. Qu'il avait une autre référence que vous n'aviez pas encore rencontrée. Oui, c'est la première personne à qui je sentais que je ne pouvais pas faire peur. Et après, vous vous êtes rencontrés progressivement après, de plus en plus. Heureusement, j'ai quitté ce schéma psychologique. Et très progressivement, parce que Jean était un homme très distant, je l'ai écouté. Je voulais à l'époque aller en Inde. Il m'a dit que d'aller en Inde c'était du romantisme, que j'aurais le même problème à Bénarès qu'à Marseille, etc., etc. À ce moment-là, je lui ai dit que je savais que, bien sûr qu'essentiellement il n'y avait pas à aller quelque part. Mais je lui ai dit, voilà, mais comme dans les entretiens, il disait beaucoup de mal du yoga. À chaque fois qu'il y avait une question, il disait que le yoga c'était une perte d'énergie, qu'il fallait comprendre qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas le mental. Donc je lui ai dit, voilà, mais je voudrais aller en Inde pour faire du yoga. Et là, je me rappelle, il m'avait regardé très intensément, très durement, comme il pouvait le faire. Et il m'avait dit, vous n'avez pas besoin d'aller en Inde pour faire du yoga. C'est que 5-6 ans après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'à l'époque, le yoga, il enseignait uniquement en privé. Et dans les entretiens, il était extrêmement critique du yoga. Et ensuite, progressivement, j'ai su qu'il enseignait le yoga en privé. Et là, il m'a dit, je ne veux pas faire travailler un débutant, donc il m'a demandé de travailler avec un de ses élèves, avec qui je travaillais 2 ans, et ensuite, des gens qui m'ont enseigné directement. Et à l'époque, il n'y avait aucun séminaire, et il a même fait une espèce de crise, parce qu'un de ses élèves avait donné un cours à un couple, à 2 personnes. Il avait trouvé ça inadmissible. Il me disait, le yoga s'enseigne à une personne, on ne verrait jamais donner un séminaire de yoga. Et puis, progressivement, il y a eu trop de monde. Et à la fin, il y avait un petit groupe qui travaillait en privé avec lui, mais il s'est mis à donner des séminaires parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais il y a eu des périodes que vous étiez beaucoup avec lui ensemble, que vous avez voyagé avec lui aussi. Disons, les séminaires, on était assez nombreux. Ensuite, les gens qui étaient proches de lui, nous, on était des tout petits groupes. On était 2-3 des fois à vivre avec lui, à différentes régions. C'était pas des grands nombres. Vous avez vraiment vécu avec lui? J'ai voyagé avec lui, j'ai peut-être passé maximum 15 jours à la suite à Saint-Paul-de-Vence, ou son chalet Werkstatt, puis il a vécu chez moi en Angleterre. Donc en Californie aussi, il a vécu à la maison des fois. Donc on avait des périodes où on était ensemble. Et comment était votre rapport? C'était enseignant-élève ou même gourou, ami, famille? C'est difficile à décrire parce qu'avec Jean, on ne pouvait pas avoir de rapport personnel. Ce qui marquait avec lui, c'est qu'on voyait constamment sa propre stupidité. C'est-à-dire quand j'étais avec Jean, je me rendais compte combien j'étais toujours dans l'attente, toujours dans la stratégie, toujours dans la préparation, combien tous mes mouvements étaient faux,
combien à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était à côté. Donc sa présence forçait à se rendre compte finalement de ses limites. Donc c'était assez dur pour l'ego. Et je me rappelle, il y avait toujours une immense joie d'aller le voir quand il m'appelait, qu'il me disait venez, on va passer une semaine ensemble. J'étais extatique, j'arrivais, les premiers jours c'était extatique, et puis au bout de 5-6 jours, ça devenait une extatique tension, et puis une tension extatique. Et puis à la fin, quand je le quittais, c'était un immense soulagement, parce que c'est insupportable de voir sa limite, de voir son côté égotique, de voir sa prétention constamment. Et je sais qu'au début, quand je partais, c'était presque une fuite. Et j'avais besoin de retrouver ma vulgarité, de retrouver ma suffisance. Quand j'allais à Marseille dans un restaurant manger des saletés, où j'allais voir une prostituée, où j'allais me droguer, pour retrouver ma lourdeur, pour retrouver mon schéma de fonctionnement. Ouais. Et ça a duré assez longtemps, puis progressivement, la pathologie s'est réduite, mais c'était très fort au début. Et c'est un peu insupportable d'être avec quelqu'un qui laisse rien passer, puis qui ne le dit jamais. Par exemple, quand vous faisiez à manger à Jean, il aimait le sarrasin très sec, comme le font les Russes. C'est-à-dire, il fallait, quand le sarrasin est fini, quand on soupe la casserole, tous les grains bougent. Il n'aimait pas les bruits de sarrasin. Et si jamais on mettait un tout petit peu trop d'eau, on lui servait, il goûtait, et après il vous regardait, il vous disait « Ah, il est très bien cuit ». Ça voulait dire que c'était dégueulasse. Jean était comme ça. Et ça, c'est très difficile pour un égo. Donc, on était tous, et j'étais pas le seul, on était tous très contents d'être avec lui, et presque encore plus contents quand on le quittait, parce que moi, ça devenait insoutenable. Alors, progressivement, il y a une réduction de la pathologie, et la stimulation à être avec lui. Et à un moment donné, il y avait une sorte d'égalité qui s'est faite, et c'est super de le voir, c'est super de le quitter, mais c'était la même chose. Et c'était très très long. Donc c'était surtout un maître avant tout. Ça dépend avec qui. Pour ses filles, c'était un père, pour ses maîtresses, c'était un amant, pour ses élèves, c'était un maître, oui. Parce que je l'ai entendu dire aussi que nous sommes amis aussi, parce que... Bien sûr, parce qu'il ne voulait pas, autant en Orient, la notion de maître est facile, parce qu'elle est intégrée dans tous les aspects de la société. On a un maître de sanskrit, on a un maître de danse, on a un maître de combat, on a un maître de poésie. Donc c'est une chose légère. Ici, on n'a pas cette notion d'autorité, de hiérarchie. Donc j'en trouvais qu'ici, la notion de gourou était assez malvenue, ça crée une forme de séparation. Et encore plus aux États-Unis. Par exemple, en France, dans les entretiens où on l'appelait maître, on l'appelait docteur Klein, on l'appelait monsieur. Et aux États-Unis, tout le monde l'appelait John. Mm-hmm. Et en France, ça aurait été impossible de l'appeler John. Vous l'avez toujours vous voyez. J'ai toujours vous voyez. Ouais. Il m'a tutoyé 2 fois, il s'est excusé, il a repris tout de suite. Excusez-moi. Mais les Américains, bon, je vais bien le tutoyer parce qu'il n'y a pas de tu en anglais, mais avait ce côté convivial californien. Et quand Jean est rentré de son premier voyage en Californie, il m'a dit, vous savez, en Amérique, il faut être l'ami des gens. C'est trop compliqué pour eux d'être un gourou. Et donc en Amérique, il a plus été l'ami des gens, dont les gens lui prenaient le bras pour les promener. En France, à l'époque où je l'ai connu, personne n'aurait pris le bras pour les promener. Et à part ces mots, être dans sa présence, il y avait un effet. Oui, l'effet de voir sa propre nullité. Nudité. Le fait de voir que tout ce qu'on faisait était à côté. Parce qu'il y a quelqu'un comme lui, je dis, il n'y a pas de place pour autre chose que la clarté. Et donc, on voyait que tout était faux en nous. Puis dans l'enseignement du gourou, c'est ça, c'est pas ce qu'il dit, ce qu'il dit, je dirais, quelqu'un d'autre pourrait le dire, quelqu'un d'intelligent pourrait le dire. Mais ce que personne d'autre peut imiter, c'est sa présence. Dans la présence de l'enseignant, l'élève se rend compte de tout ce qui est faux en lui, et c'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est de voir ce qui est faux. On ne peut pas voir ce qui est vrai. Ce qui est vrai n'est pas une relation sujet-objet, mais on peut voir ce qui est faux. Et quand on voit ce qui est faux, sur un certain plan, ce qui reste, c'est le vrai. Et ça, c'est la présence de l'enseignant qui la rend possible. Ensuite, l'enseignant parle ou non, ce qu'il dit ou non, ça a peu d'importance. Mme Maharshi ne parlait pas beaucoup, Maharaj parlait beaucoup. C'est la même chose. Il y a des enseignants qui sont brillants dans l'exposition, comme Krishnamenon,
Il y a des enseignants qui sont médiocres dans l'exposition, mais c'est leur qualité d'enseignant qui est importante, c'est leur présence. Et il y a des gens qui parlent admirablement bien ce qu'ils ne connaissent pas aussi. Il y a cette pratique du yoga du Cachemire que Jean Klein a introduit en Occident et que vous pratiquez aussi. Est-ce que vous pourriez raconter un peu ce que c'est? Il faudrait d'abord mettre en question l'expression yoga du Cachemire. Honnêtement, c'est une expression que j'ai inventée il y a 30 ans parce que mes élèves commençaient à enseigner et quand ils allaient dans des salles, on leur demandait « Qu'est-ce que vous faites comme yoga ?» Moi, j'ai eu la chance de jamais aller dans des salles, j'ai fait des séminaires, donc on m'avait demandé ce que je faisais comme yoga. On l'a demandé à mes élèves, et comme on ne pouvait pas dire c'est du yoga Iyengar, c'est du Vini Yoga, j'ai dit dites que c'est du yoga du Cachemire. Alors c'est pas totalement faux, parce que le texte de base c'est un texte cachemirien, mais pas que. Mais si on est honnête, les spécialistes du yoga du Cachemire n'ont pas accepté l'expression yoga du Cachemire, et ils ont raison. Le mot Cachemire, c'est un mot très vaste. Au Moyen-Âge, il y a beaucoup plus de bouddhistes que de shivaïstes au Cachemire. Cette tradition est également dans le Vishnouisme, avec Vamanadatta, c'est pas que dans le shivaïsme. Il y a beaucoup de courants shivaïstes dualistes au Cachemire. Il y a des tas d'écoles légèrement différentes. Les gens ne s'est jamais fixé à une école. On ne peut pas dire s'ils enseignaient le Trika, le Krama, le Pratyabhinya, le Spanda. Un peu comme Abhinavagupta. Abhinavagupta a étudié toutes ces écoles et puis a fait un enseignement souple. Il y a des textes comme le Tantraloka où il a exprimé le point de vue du Trika, mais il a fait d'autres textes du point de vue du Kola, d'autres textes du point de vue du Mata. Donc Jean n'a jamais voulu se référer à une école, il trouvait surtout que le mot tantrisme était inapproprié en Occident, parce qu'à l'époque il était connu à travers Rajneesh, à travers les tantrisme tibétain. Il trouvait que c'était des images inappropriées. Voilà. Donc il n'employait pas le mot tantrique, sauf en privé. Il n'employait pas le mot shivaïste, sauf en privé, où il m'a dit très souvent que dans les shivaïstes. Mais il disait parce qu'il connaissait ma passion pour la culture indienne. Donc lui, il a employé l'expression très anodine d'approche corporelle. Il ne faut pas employer le mot yoga, parce que le mot yoga à son époque, c'est encore plus le cas maintenant, représentait une technique, dans le pire des cas, gymnastique, et dans le meilleur des cas, une technique d'arrivisme spirituel, comme le représente l'école de Patanjali, qui est à l'encontre de son approche. Donc oui, il y a des origines cachemiriennes, oui, le texte de base vient du Cachemire, mais l'expression yoga du Cachemire n'existe pas dans les textes sanscrits. Abhinavagupta parle de Ananda Yoga, du yoga de la joie. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce yoga, la différence des yogas commerciaux, on va dire, connus, est un yoga qui ne met pas l'accent sur la réalisation sur la concrétisation d'une expérience, et sur au contraire l'abandon de toute expérience pour retrouver ce qui est en arrière-plan de l'expérience. Donc c'est un yoga d'abdication et non pas d'appropriation. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les démarches négatives. On ne peut pas s'approcher de l'essentiel et pas. C'est une double négativité, c'est une absence d'absence, et donc c'est une élimination de ce qu'on n'est pas. Pour ça, l'approche du Cachemire est pédagogique, dans le sens où elle met l'accent sur le senti, parce que quand on laisse le senti vivre, il se déploie, et quand le senti se déploie, il se résorbe, et quand le senti se résorbe, l'observateur fractionnel se résorbe simultanément, parce qu'il ne peut pas y avoir de sujet sans objet. Quand l'objet perçu se résorbe, le sujet se résorbe aussi. Il n'y a plus ni sujet ni objet, il y a l'essentiel. Donc c'est vraiment cette orientation de l'ouverture à la perception, de laisser libre la perception et laisser la perception se résorber, qui est le cœur de ce travail. Alors que dans le yoga classique, il y a une espèce d'identification à la perception. On essaie de purifier la perception, on essaie de l'amener à une espèce de maximum, pensant que ce qu'on est profondément est le résultat d'une accumulation, alors que dans l'approche directe, c'est le résultat d'une élimination.
Donc, Oui, j'entends ce que vous dites, mais j'étais quand même un peu surprise que la pratique est vraiment avec des directions très précises. On va d'un point à un autre avec une partie du corps. C'est assez statique, contrôlé. Et tandis que l'éveil dans l'unité, il n'y a pas de trajet à faire. la pratique Il n'y a même pas de contredit- corps. la pratique contredit toujours la théorie. C'est pour ça que les intellectuels ne peuvent pas pratiquer. L'intellectuel va dire à quoi c'est la pratique, on lui répond ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, elle ne pratique pas. La pratique est réservée aux gens qui sont peu intelligents et qui ont compris la perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à accomplir. Quand il n'y a rien à accomplir, il y a une sorte de disponibilité qui va s'installer. Dans cette disponibilité, je vais me rendre compte de tous mes antagonismes qui empêchent l'essentiel de devenir vivant pour moi, corporellement et mentalement. À ce moment-là, la pratique va être un art d'explorer ces antagonismes. Jean-Claude a toujours dit que sa pratique du yoga était beaucoup plus intense après son ouverture qu'avant. Parce qu'après, il dit qu'il a vraiment vu corporellement et mentalement les blocages qu'il habitait. Il a vu que pour que son enseignement soit fonctionnel, il fallait réduire un certain nombre de blocages. Et dans toute sa vie, il a travaillé, pas pour arriver à une ouverture, parce qu'il vivait cette ouverture, mais pour permettre à son outil corporel et mental d'être vraiment disponible pour que cette ouverture s'exprime de la manière la plus pédagogique possible. Dans la pratique du yoga, pour nous, intervient après le pressentiment de l'essentiel. J'ai pressenti l'essentiel, puis je me rends compte que quand ma femme me trompe, quand mon enfant est écrasé, quand j'ai des problèmes d'argent, finalement je perds cette essentialité, ce qui veut dire que je ne l'ai pas vraiment compris. Donc la pratique du yoga va amener de retrouver dans toute la substance corporelle, qui veut dire la substance mentale, que le corps mental c'est la même chose, tous ces blocages qui m'empêchent de vivre finalement et sans plus globalement cette vérité. Donc le yoga est un art réservé à ceux qui ont compris que la pratique n'amène pas à l'ouverture, mais c'est l'ouverture qui amène à la pratique. Pour certaines personnes, puis il y a des gens qui ont cette ouverture profonde et qui n'ont pas de nécessité d'affûter leur outil pédagogique. C'est respectable. Mais Jean Klein a pratiqué jusqu'à la fin de sa vie, des heures le matin, parce que c'était sa manière de se rendre disponible à cette ouverture. Voilà, c'est un art comme un autre. Donc c'est pas. Mais dans la technicité, il y a une très grande précision. Il y a ce qui est juste et ce qui est faux, comme dans le chant. On peut dire que tous les sons sont justes, mais quand on apprend la musique, il y a une note juste, une note fausse. Pour le métaphysicien, ça ne veut rien dire. Il va dire que tous les sons sont justes. Pour le musicien, non, il y a la note juste et la note fausse. Dans le yoga, il y a la posée juste ou fausse au millimètre près. Dans l'expiration, dans l'inspiration, dans le mouvement. Dans la peinture, il y a la teinte juste, la teinte fausse. C'est la même chose. Même si toutes les teintes sont justes, quand on est peintre, il y a une toile réussie, une toile ratée. Même si métaphysiquement, il n'y a rien de réussi ni de raté. Dans la technique, contredit la théorie. C'est pour ça que les gens intelligents ne peuvent pas pratiquer. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'on pourrait dire, on a besoin de la forme pour se libérer de la forme. La forme vient du non-forme, et si on la laisse vivre complètement, on ramène au non-forme. Mais si on la laisse vivre, pour la laisser vivre, il faut qu'elle retrouve ses caractéristiques essentielles. Si les caractéristiques sont erronées, elle ne peut pas se résorber. Quand vous entendez une musique traditionnelle, à la fin de la musique se résorbe en vous. Quand vous lisez un texte traditionnel, à la fin du texte, il se résorbe en vous. Si vous lisez un texte d'un intellectuel, à la fin du texte, vous pensez encore au texte. Parce que ce n'est pas un texte sacré. Si vous écoutez une musique moderne, à la fin du concert, vous entendez encore la musique. C'est une musique moderne. Vous sortez d'un concert traditionnel, la musique se meurt à la dernière note, il reste la vibration, il n'y a plus qu'une mémoire. Donc l'expression traditionnelle, c'est une expression qui est tellement juste qu'elle permet la résorption dans son origine. Alors, l'expression moderne nous fixe à l'objet et l'objet ne peut pas se dissoudre.
finalement dans son origine. Donc c'est la différence. Donc une pose de yoga, une pose juste, c'est une pose vide, ça ne veut pas dire que c'est une pose belle, ça ne veut pas dire que c'est une pose qu'on a envie de photographier, ça ne veut pas dire que c'est... Mais une pose juste, c'est une pose vide. Et la pose vide, c'est la pose dans laquelle le corps en tant que ressenti va se résorber dans l'écoute. Et là, il y a la pose est juste ou fausse. 1 millimètre de compensation, 1 millimètre d'intention, 1 millimètre de densité, et la pose ne se résorbe pas. Donc la pratique inclut le juste et le faux, même si, bien sûr, le juste et le faux sont coiffés par l'écoute, mais dans la pratique, il y a la dualité, c'est l'expression la plus extrême de la non-dualité. Comme le temps, l'expression la plus extrême du non-temps. Pendant qu'on parle de forme, vous et Jean-Clain, dans l'unité, il n'y a pas de séparation, vous faites le même travail, mais au niveau des personnages, je dirais que vous êtes très différents. Vous venez d'une autre perspective, je dirais. Lui, il avait beaucoup de formations, il était musicologue, docteur. Oui, ça, bien sûr. Mais d'abord, il n'y a aucun lien entre moi et Jean-Clain. Jean-Clain est un sage, un gourou, moi je ne suis rien du tout. Donc il n'y a pas de commune mesure entre nous. Moi, je n'ai aucune compréhension de ce qu'enseignait Jean-Clain, uniquement j'ai eu la chance de l'écouter sur un certain plan. Je peux transmettre le peu que j'ai pressenti de ce qu'il enseignait, mais ça n'a rien à voir avec lui. Il n'y a qu'un Jean-Clain, et aucun élève de Jean-Clain n'est comme Jean-Clain. Il y en a certains qui s'imaginent le contraire, mais c'est la problématique. Mais il n'y a pas de... Voilà. C'est lui qui vous a dit de commencer l'enseignement? Oui. Et Jean-Clain, après, j'ai réalisé qu'il disait ça à ses plus mauvais élèves. Toujours. Parce que quand on enseigne, on se rend compte de sa problématique. Ce qu'on n'a pas trouvé sur soi-même, on va l'égoïser sur les autres. Et quand il avait un élève pas trop doué, il lui disait toujours d'enseigner. Alors l'élève au début était très content parce qu'il pensait que ça voulait dire qu'il était brillant. Non, c'est le contraire. Ça voulait dire que justement il avait beaucoup à apprendre en corrigeant les autres. Et effectivement, en corrigeant les autres, j'ai vu toute ma problématique. Donc c'était pas bon signe que Jean-Clain demande d'enseigner. Quand je vois un peu les personnes qui parlent de l'Advaita dans le monde, j'en vois souvent aussi qui ont une approche très cérébrale, pour qui c'est plutôt un raisonnement presque très mental. Je pense que c'était pas du tout le cas pour Jean-Clain. Non, pour Jean-Clain, je ne vais pas parler pour lui bien sûr, mais en tout cas dans son enseignement, lui, la clarté, la tranquillité, c'est un ressenti, ça ne se pense pas. Donc c'est pas le résultat d'un raisonnement. Non, le raisonnement n'a pas sa place dans la clarté. La clarté, c'est une ouverture, une évidence finalement que ce que j'ai pris pour moi-même était un imaginaire. C'est pas conceptuel, c'est une évidence directe. Et ça ne s'enseigne pas vraiment. Il n'y a pas d'enseignement de la non-dualité, c'est une concession. La non-dualité, c'est un vécu. Celui qui le vit peut l'exprimer à travers sa manière de vivre. Exceptionnellement, il y a des gens qui sont faits pour enseigner. Jean-Clain était un pédagogue au niveau de la musique, au niveau du chant. Avant son ouverture, il est resté un pédagogue après. Est-ce qu'il a pris conscience aussi amour? Le mot amour est un mot qu'on emploie rarement, parce que c'est un mot qui prête à confusion. Il y a des gens qui tuent par amour, il y a des gens qui sont malheureux par amour, il y a des gens qui sont déçus en amour. Cet amour-là est fait pour les romans. Je veux dire, amour dans le sens lumière. Voilà, l'amour dans le sens essentiel. On n'emploie plus le mot écoute, parce qu'il prête moins à confusion, mais je dirais tous les mots pointent vers la même chose. L'amour dont parle Rumi, c'est la même chose. Mais l'amour du voisin, le voisin que j'aime plus parce qu'il couche avec une autre voisine, cet amour-là, le mot amour ne correspond pas. Parmi les élèves de Jean-Clain qui enseignent maintenant, je vois surtout des hommes. Comment ça En réalité, se fait? la seule élève de Jean-Clain authentique, c'était une femme. Elle s'appelait Henriette Yvonne Stahl. Elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Le témoin de l'éternité. Elle a décrit son approche avec Jean-Clain.
voilà, donc les femmes prouvaient leur supériorité là aussi. Il y avait une très bonne élève de Jean Klein qui s'appelait Charlotte, qui est une hollandaise, qui est une dame exceptionnelle, qui devait être vieille ou morte. Non, il y avait beaucoup de femmes. Par contre, ceux qui se prennent pour des gourous, c'est plus des hommes, parce que les hommes ont plus d'imaginaire de puissance. Mais cette femme, Henriette, s'est jamais prise pour un gourou. Elle a enseigné un peu, elle était en Roumanie à l'époque de Ceausescu. Donc c'était interdit d'enseigner les choses spirituelles. Mais elle a pu enseigner un petit peu là-bas. Et elle a laissé un témoignage magnifique, qui est intéressant parce que justement elle montre bien que l'enseignement des gens, c'était une transmission directe de cœur à cœur, et non pas un raisonnement. Et voilà, que beaucoup de gens sont allés écouter Jean Klein et ensuite arrivent à répéter ce qu'il a dit, et pensent parce qu'ils répètent ce qu'il a dit, qu'ils ont compris quelque chose. Et ça, c'est respectable, mais voilà. Mais vous diriez que là, les hommes prennent peut-être plus facilement l'autorité? Oui, il y a plus d'hommes qui se prennent pour des gourous que des femmes. Il y a aussi quelques femmes terribles qui se prennent pour des gourous. Mais oui, les hommes ont plus cette arrogance, bien sûr. Et Jean Klein s'est jamais pris pour un gourou. Donc ses élèves devraient faire pareil. Vous étiez là quand il a quitté son corps? Si Non. je peux le dire ainsi. Non, il était en Californie, il était seul à l'hôpital. La personne qui s'occupait de lui en avait un peu assez, donc elle l'a mis à l'hôpital pour lui respirer quelques jours et il est parti à ce moment-là. Comment est-ce qu'il est encore présent dans votre vie, dans votre travail aujourd'hui? On ne peut pas le formuler, mais c'est la même chose. Vivant ou mort, c'est la même chose. Pour moi, il était mort bien avant de mourir. Non, il n'y a rien qu'on puisse vraiment dire. C'est une présence sans la pensée, sans la mémoire. Je pense que tous les gens qui l'ont connu qui étaient un peu proches, ont des fois ces moments où on a l'impression comme on regarderait comme il regardait dans une perception. Mais c'est totalement imaginaire, peu importe, mais je sais que certains élèves le semblent vivre comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de mémoire. Je ne vais pas me rappeler des moments avec Jean Klein, ça n'a aucun sens. Mais c'est un sentiment, quand on a aimé quelqu'un, finalement, on ne se rappelle pas ce qu'on a fait, on se rappelle l'atmosphère. C'est un peu plus une atmosphère, plus une présence. Mais qui était la même chose quand il vivait, parce que les gens ne laissaient pas de prise aux relations personnelles. On ne pouvait pas être proche de gens. Puis on ne pouvait pas être loin non plus. On était plus proche que proche, mais plus loin que loin, simultanément. Il y avait une immense froideur chez Jean. On sentait qu'on ne pouvait pas être ami avec Jean, mais on était plus proche qu'un ami. Mais il y avait une distance unitive qui était là, qui est très difficile à formuler. Une distance formelle? Oui, mais ça, extérieurement. Ça, c'était son éducation, je dirais. Seule personne qui le tutoyait, c'était des gens qui étaient dans la résistance avec lui. Quand il revoyait ces gens, j'ai vu des gens le tutoyer. Ça. Et puis après, des Américains, bien sûr. Mais en Europe, il y avait une formalité, mais c'était pas une distance, parce que Jean effaçait la distance. Ce qui marquait avec Jean, quand vous rentriez dans la chambre de Jean vous regardait, et il était émerveillé de ce qu'il voyait. Alors bien sûr, ce qu'il voyait, c'était pas nous personnellement, mais il voyait l'essentiel. Et c'est ça qui était son enseignement. C'est-à-dire, quelles que soient nos pathologies, quel que soit notre orgueil, quelles que soient nos limites, quand on le rencontrait, tout de suite, il mettait l'accent sur ce qu'il y avait au-delà de ça. Donc il n'y avait aucune dynamique de transformation, de purification, de changement, mais de totalement se laisser aller avec l'évidence. Et son enseignement, c'était ça finalement, c'était cette totale acceptation, légèrement, de ce qui se présentait.
Donc c'était cette joie finalement qui était l'enseignement. L'enseignement formel était très différent après. Jean était un très grand pédagogue, donc il enseignait chaque personne différemment. Qui disait à l'un, c'était le contraire pour l'autre. C'est pour ça que souvent les gens se rencontraient. Je me rappelle la première réunion à l'homme et la connaissance à Paris. Je pense que c'était dans les années 70, 69. Il y avait une réunion publique, c'était la première. Et c'était intéressant parce qu'après la réunion, j'en ai parti. Et il y avait une partie des gens qui faisaient du yoga en privé avec Jean. Et tous ces gens-là, Jean leur disait que c'était pas la peine d'aller aux entretiens. L'entretien, c'était intellectuel, qu'il fallait travailler, c'était tout. Puis il y avait une partie qui était venue à l'entretien et qui allait aux entretiens, qui habitait dans d'autres régions de France. Et à ces gens-là, Jean avait dit que c'était pas la peine de faire du yoga, que c'est une perte d'énergie. Il fallait uniquement comprendre la perspective. Et Jean a toujours été comme ça. Quand quelqu'un était un peu feignant et très intellectuel, il disait qu'il fallait faire du yoga. Quand quelqu'un essayait de se trouver dans le yoga, il disait que c'était pas la peine de faire du yoga, qu'il fallait comprendre la perspective. Donc il a toujours été très... ça dépendait des gens. Vous sentez que vous l'aimez encore? Oui, mais pas dans le mot amour dans le sens classique. C'est plutôt une non-séparation. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux finalement, quand on s'oublie soi-même, à ce moment-là, il y a une présence qui est pas la sienne, parce qu'à travers la sienne, c'est celle de son maître, etc. Mais c'est une présence non personnelle. Et c'est ça qui se passait avec lui. Avant de le rencontrer, on sentait cette présence. On le sentait avec lui, et après, en le quittant, on sentait encore cette présence. Alors, bien sûr, au début, par manque de clarté, on attribuait cette présence à lui. Il mettait constamment l'accent sur le fait que ce n'était pas vrai, que la seule présence est la nôtre, même si notre expérience nous prouvait que c'était la sienne. Et puis à ce moment-là, souvent, il disait, voilà, mais c'est important que le maître meure, parce que tant que le maître est vivant, les élèves pensent que ce qu'ils sentent, c'est le maître. Puis le maître meurt, ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien qui meurt pour eux. Et c'est vrai, Jean-Klein est mort, il n'y a rien qui manque. Donc cette idée que c'était sa présence qu'on rencontrait, s'y avérait fausse. Oui, c'était sa présence, mais dans le sens essentiel. C'est notre présence. Pas personnellement, bien sûr. Donc son enseignement a toujours été ça. Mais c'est très difficile de le vivre tant que le maître est vivant. Parce que quand le maître dit que ce qu'on ressent c'est soi-même, l'élève pense que c'est une allégorie. Et donc, souvent il a dit, pas en public, mais en privé, que la mort du maître était le moment le plus important de l'enseignement. C'est là que l'élève va réaliser que rien vient du maître, que tout venait de sa propre écoute, mais qu'on avait réalisé qu'à travers l'image du maître momentanément. Donc il faut absolument que cette béquille s'en aille. Donc pour lui, c'était l'ultime cadeau du maître, c'était sa mort. Ça permettait à l'élève de se libérer de tout imaginaire finalement, et de retrouver son essentialité. Alors bien sûr, il y a des gens brillants qui peuvent faire ça tant que le maître meurt. Lui, il a fait, son maître était vivant. Mais généralement, on n'est pas très brillant. Et dans ce cas-là, la mort du maître est très importante parce qu'elle libère de l'imaginaire finalement. Pour certains, il y en a qui ne peuvent pas accepter finalement, et à ce moment-là vont faire une image, enfin vont se rappeler le maître, vont mettre une image au mur, etc. Mais ça, voilà. Jean-Klein disait qu'il préférait mettre une page blanche avec une punaise sur un mur que mettre la photo de son maître. Merci beaucoup. Merci. Très belle fin, je trouve. La page blanche avec Oui. la punaise. Et en vérité, c'est pas vrai. Parce qu'il y avait une photo de son maître. Mais il disait ça.